Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à la ferme de Paris pour un événement annuel d'exception, la tonte des brebis et des moutons. Nous en parlait Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour, bienvenue à la ferme. Donc effectivement, comme le disait Gauthier, on se retrouve aujourd'hui à la tonte des brebis. Alors il y a un petit problème de micro. Hop, on va régler ça rapidement. Voilà, donc on se retrouve pour parler des brebis dans le cadre de la programmation du mois d'avril. Donc ce mois-ci, on avait décidé de vous parler des animaux de la ferme et plus précisément du bien-être animal. Donc vous avez pu voir il y a une semaine et demie avec Marcella et Emma la couvaison des poussins et la naissance des petits poussins que vous avez vu casser leurs œufs. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de la brebis. Donc c'est un autre animal qu'on a ici à la ferme. Et en fait, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, comme le disait Gualtiero, puisqu'on les tond. Donc ça n'arrive qu'une fois par an. D'habitude, on le fait avec le public à la ferme. Là, on le fait en direct sur Facebook pour que vous puissiez quand même voir tout ça. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que la production de laine mondiale, c'est 2 millions de tonnes par an qui sont produits au niveau mondial. Les plus gros producteurs, c'est pas du tout nous, c'est l'Australie qui produit la moitié de la laine mondiale et la Chine et la Nouvelle-Zélande qui produisent 20% chacun. La France, on produit que 1% de la laine mondiale. Donc on est vraiment sur une production très très petite. Est-ce que vous savez, vous qui nous regardez, quelle est la race de brebis qui produit la laine de meilleure qualité et celle qu'on utilise le plus quand on veut produire de la laine? Je vous laisse répondre dans le chat et puis on se tient au courant tout à l'heure des réponses. En attendant, je vais vous parler des brebis qu'on a à la ferme. Donc vous les avez déjà vues soit sur Facebook, soit dans des précédents lives. Les brebis de Ouessant, qui sont les petites brebis qu'il y a aussi dans les fermes urbaines qui sont marron ou noires. C'est une race rustique qui vient de l'île d'Ouessant en Bretagne. Leur laine, elle n'est pas d'une extrême qualité. C'est pas pour ça qu'on les utilise plutôt en éco-pâturage. Et puis on a les brebis Texel qui viennent aussi d'une île, mais d'une île qui est au large des Pays-Bas, les îles Texel. Leur laine, elle est de meilleure qualité que celle des Ouessant, mais c'est pas non plus le top du top. Elle était surtout utilisée dans le temps pour les matelas, pour garnir les matelas en laine. Voilà, donc ça c'est les brebis que nous on a à la ferme. On va se diriger vers le pâturage. Tu nous emmènes voir. Oui, donc il y en a quelques-unes qui ont déjà été tondues. Donc on va vous montrer tout ça. Est-ce qu'il y a des réponses déjà, Gualtiero, ou pas encore? Donc je vous rappelle la question, c'est quelle est la race de brebis qui est la plus propice à la production de laine et qui fait la laine de meilleure qualité? Du coup, nous, on a déjà tondu les brebis qui sont là-bas. Il y a beaucoup d'avantages. Oui, on va là-bas. Donc plusieurs infos sur la laine des brebis. Donc vous pouvez voir là, elles sont toutes tondues, c'est les petits poissons. Donc la laine des brebis, leur qualité, elle va dépendre de l'environnement dans lequel les brebis ont évolué, du climat, de la qualité de leur alimentation, de la qualité de leur environnement. La laine, si vous avez déjà plongé votre main dans la laine d'une brebis, vous avez sans doute ressorti votre main un peu grasse. En fait, les brebis, elles produisent par leurs glandes qui sont situées sur les cuisses du suin, qui est une sorte de graisse qui se répand sur la laine et qui la rend imperméable. Donc c'est vraiment, faites l'expérience une fois sur une brebis qui a beaucoup de laine, vous plongez la main dedans et vous allez voir, ça rend vos mains un peu grasses. Et c'est ce qui rend la laine imperméable. Et la laine, elle est aussi auto-nettoyante, c'est-à-dire que si vous avez des pulls par exemple 100% laine chez vous, vous n'avez pas besoin de nettoyer votre pull, vous l'aérez juste et ça se nettoie automatiquement. Du coup, un peu plus précisément, pourquoi est-ce qu'on tond les brebis? Donc on le fait une fois par an, là c'est la seule fois de l'année où elles seront tondues. Les brebis, elles ne perdent pas leur laine toutes seules en fait, on dit qu'elles ne muent pas. Elles descendent du muflon qui lui muait, donc il perdait sa laine tout seul. Mais il existe très très peu de brebis aujourd'hui qui perdent encore leur laine tout seul. Donc c'est pour ça qu'on les tond. Peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux une photo d'un mouton qui avait été retrouvé près de Canberra en Australie et qui avait une énorme toison. En fait, sa toison pesait plus de 40 kg. On estime que ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été tondu. Et à ce niveau-là, ça met sa vie en danger en fait, parce que la toison est tellement énorme que ça rend dangereux pour le mouton. Donc c'est vraiment une question de bien-être animal que de tondre la brebis. En plus, à voir les vidéos qu'on avait tournées il y a quelques temps et comme vous pouvez constater, ils ont carrément on les verra de plus près. Des moitiés de volume. On les verra de plus près tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant en termes de volume entre ce matin et cet après-midi.
Il y a plusieurs avantages aussi à tondre les brebis. Déjà, ça nous permet de débarrasser de cette laine qui souvent, au bout d'un moment, peut être humide, sale, pas très propre. Donc on enlève cette laine-là de l'animal. Ça permet aussi de l'inspecter à nu, donc voir s'il y a des parasites, des poux, des tiques. Et puis de voir l'animal, en fait, de pouvoir l'inspecter sous toutes les coutures. On peut voir ses mamelles, son dos, sa peau. C'est vraiment, ça permet une inspection vétérinaire complète, en fait, de voir si l'animal va bien. C'est aussi un bon moyen, en fait on fait ça avant l'agnellage, donc qui est bientôt. Et l'agnellage, c'est le moment où les petits vont naître. On peut faire coucou aux chèvres qui sont juste ici. Et l'agnellage, en fait, les petits bébés, ça va leur permettre aux agneaux et aux agnelles de plus facilement trouver les mamelles qui ne seront pas cachées sous plein de laine en fait. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis ça nous permet aussi, en cas de besoin de soins vétérinaires par exemple, une brebis, une texelle, donc une grosse brebis blanche. Je laisse dire bonjour aux chèvres. Voilà, donc les chèvres des fossés que vous pouvez retrouver dans un précédent live. Donc je vous disais, on avait une grosse brebis blanche qui était pas très en forme. Et en fait, le vétérinaire, pour la soigner, a décidé de faire de l'acupuncture. Et donc il a dû lui raser en fait le dessus du dos pour pouvoir planter les aiguilles dans sa peau. Ça permet de mieux les soigner. Et puis enfin surtout le gros avantage, c'est qu'à l'approche de l'été, en fait si elles gardent toute leur laine, ça va être très compliqué pour elles parce qu'elles vont avoir très chaud. Donc en fait on les tond un petit peu avant l'été pour que leur peau ne se retrouve pas à nu pendant les grandes chaleurs, qu'elles ne prennent pas de coups de soleil, mais on laisse un peu le temps de repousser pour qu'elles ne soient pas écrasées par la chaleur, mais que leur peau soit quand même un peu protégée. On va voir la tente? Oui. Thomas nous attend. Voilà, donc on a Thomas, notre tondeur professionnel, qui est avec nous aujourd'hui pour la tonte des brebis. On fait la tonte une seule fois par an. Il y a des éleveurs ou des agriculteurs qui vont le faire plus de fois par an, 2-3 fois. Souvent, par exemple, avant un concours pour que la laine soit à la bonne taille, ou parce que dans une optique de production, ils veulent le faire plus souvent. Nous, à la ferme, c'est vraiment une fois par an avec un tondeur professionnel qui vient spécifiquement pour tondre les brebis de la ferme de Paris et des fermes urbaines. Donc en fait, ça se passe sous la bergerie, ici. On a installé, c'est assez sommaire comme équipement. Et on peut voir déjà la laine des brebis qui ont déjà été tondues. Les gens qui nous attendent. Thomas, voilà. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, bienvenue à la tonte. Il nous reste 2 brebis à tondre, voilà. Donc, on va s'éteindre un micro. ouais, ok. Alors bienvenue à la tonte, il nous reste 2 brebis à tondre. Donc on a une texelle, donc c'est la grosse brebis blanche qu'on va tondre en premier. Et après on a une croisée ouessant et autre chose, mais on ne sait pas avec quoi elle est croisée, qui est un peu plus grisée. Donc la tonte, ça, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais la tonte ça a lieu une fois par an. Et donc là la méthode de tonte que j'utilise, c'est une méthode qui vient de Nouvelle-Zélande. Et c'est la méthode la plus utilisée dans le monde parce qu'en fait c'est la méthode la plus rapide. Combien de temps pour tondre un mouton? Alors pour tondre un mouton en bonne santé, il faut 1 à 2 minutes. Après, si le mouton a des problèmes de santé, la première chose qui va s'en ressentir, c'est la laine qui va être abîmée. Et du coup, ça va prendre un peu plus longtemps de le tondre. Mais là, c'est des moutons en bonne santé, donc normalement, ça prend 1 à 2 minutes. Et donc, c'est important que ça aille vite. C'est pour ça qu'on utilise la méthode néo-zélandaise, parce qu'en fait, c'est un moment de stress. C'est pas un moment que la brebis apprécie. Et donc, plus vite on la relâche avec les autres, mieux c'est pour elle, parce qu'elle va pouvoir se tranquilliser. Donc, ça sert à rien de la garder longtemps pour lui faire des bisous et des caresses. Elle aime pas ça. Elle est attrapée par un prédateur potentiel. Donc, c'est pas un moment qu'elle aime, la tonte, même si c'est nécessaire pour sa santé. Si on le fait pas tous les ans, elle va commencer à avoir des parasites. Elle va avoir du mal à se déplacer, elle va surchauffer. Donc la brebis, c'est un animal qui est 100% dépendant de l'homme et qui est dépendante de cette tonte annuelle. Voilà. Avec quoi tu vas tondre? Et ben, je vais tondre avec cette tondeuse là. Donc il y a un moteur suspendu avec un cardan là qui est relié à la poignée de tonte. La poignée de tonte, en fait, ça ressemble à une tondeuse à cheveux. C'est un petit peu plus puissant et un petit peu plus large avec des peignes plus pointues parce que la densité de laine est beaucoup plus importante que la densité de nos cheveux. Donc forcément, il faut quelque chose de puissant pour montrer, quoi. Tu nous montres tout ça? Ouais. Ah ouais, si, je voulais poser
une question avant de démarrer. Si elle là, du coup, je voudrais savoir si les gens, enfin la réponse des gens, pourquoi on tond les brebis, pourquoi on tond les moutons. D'accord. Et puis on en reparle après. On va voir si vous avez bien suivi du coup, puisqu'on vous en a parlé tout à l'heure. Et la réponse à la première question, est-ce qu'on avait eu des réponses? Alors, on peut vous le dire, c'était les mérinos. Les brebis mérinos sont particulièrement prisées pour leur laine. Comme Thomas le disait tout à l'heure, ça ne leur fait pas du mal et c'est fait très très rapidement justement pour éviter, pour lui donner le moins de stress possible à l'animal. Alors, on sait ce qu'on a comme réponse ou pas pour... Alors déjà ils ont remarqué que c'est quand même sportif comme boulot. Ouais. On nous dit que on les coupe, on les tombe parce que c'est l'été. On tombe parce que c'est pour leur bien-être corporel. Ouais. Et on nous demandait aussi, est-ce que vous coupez aussi la queue du mouton? Si oui ou non, pourquoi? Et pourquoi d'autres le font autrement? Alors non, moi je coupe pas la queue des moutons, c'est le choix des éleveurs, c'est après de le faire ou de pas le faire. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors en général on dit que c'est pour l'hygiène, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'urine qui s'accumule dans la laine. Voilà, mais c'est pas, enfin, c'est pas nécessaire de mon point de vue. Normalement ça les aide à chasser les mouches aussi. Voilà. Et donc pourquoi on tond les moutons? En fait, la raison principale, et souvent c'est la dernière raison qui vient, en fait, c'est pour récolter la laine. C'est ce que j'allais dire, moi je ne sais pas. Ouais, c'est vrai, on pense toujours au bien-être animal.
ce qui est vrai, en fait, en réalité, le mouton, c'est un animal qui a été créé par l'homme. C'est un descendant du mouflon. Donc le mouflon, lui, il perdait sa laine chaque année. Au printemps, il perd sa laine naturellement, il fait sa mue. Et en fait, il y a 10 000 ans, quand on a commencé la domestication, on a commencé à domestiquer des mouflons qui perdaient leur laine un petit peu plus tard que les autres. On les a fait se reproduire avec d'autres qui la gardaient un petit peu plus longtemps, jusqu'à stabiliser une race qui perd jamais sa laine. Et du coup, on a réussi à créer le mouton qui perd jamais sa laine, et donc on peut la récolter, on peut l'utiliser pour s'habiller, et chaque année, on peut refaire un vêtement avec sa laine, alors que le mouflon, il fallait le tuer pour prendre sa peau, quoi. Donc en fait, c'est principalement la raison pour laquelle on tond les moutons, c'est pour la récolte de laine. Et le mouton, ce qu'il faut savoir, c'est que si on le tond pas, il meurt. Donc c'est aussi pour sa santé, effectivement. Donc il y avait plein de bonnes réponses dans les réponses qui étaient dites là. Qu'ici à la ferme, la laine va nous servir notamment pour les ateliers pédagogiques avec les classes et les centres de loisirs qui viennent à la ferme. Où on peut leur montrer ce qu'on vous montrera tout à l'heure, comment on traite la laine une fois qu'on l'a récupérée sur le mouton. Alors il y a un Benoît qui dit, à voir votre coiffure, Thomas, il était sûr que vous allez tondre très bien. La coiffure. Merci. Passer à la deuxième ? On en fait une autre. On va faire la deuxième et la dernière. Je crois que vous nous avez réservé les deux dernières. Effectivement. De l'année. Voilà. On fait ici petit gabarit. Celui-ci est beaucoup plus calme, comme vous pourrez le constater. Et la tonte, pour répondre à Thomas, ça prend environ 2 minutes. Il faut que ça aille très très vite pour éviter le stress du mouton. Une dernière question, ouais. On a vu 2 moutons avec un caractère complètement différent, un totalement stressé, l'autre qui se laissait faire. Ouais. Quel est le plus commun des deux attitudes? Le plus commun, c'est plutôt super calme. En fait, là, les grosses texels, elles ont bougé justement parce qu'elles sont très grosses. Et du coup, comme on les met dans une position qui n'est pas naturelle pour elles, plus elles sont grosses, plus elles ont une panse qui va appuyer sur leurs poumons. Et du coup, quand elles sont assises, elles vont pas aimer ça, elles vont sentir qu'elles s'étouffent un petit peu. Et du coup, elles vont se débattre un petit peu. C'est pas parce qu'elles ont mal, mais c'est juste qu'elles respirent moins bien. Et là, la petite, plus légère, du coup, elle, comme elle n'a pas une panse gonflée, elle n'a pas de problème pour respirer quand elle est mise sur le dos. Et du coup, elle bouge pas. En fait, elle se retrouve dans une position qu'on appelle une position de sidération. C'est-à-dire que quand on la met sur le dos et qu'elle n'a plus les pattes qui touchent le sol, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle va attendre d'avoir une opportunité de s'enfuir parce que ce n'est pas un animal qui est agressif. Elle ne va pas chercher à mordre ou elle ne va pas chercher à taper. Elle va chercher à s'enfuir en courant. Donc tant qu'elle n'a pas les pattes qui touchent le sol, elle va attendre que ça se passe. Et si ça ne dure pas trop longtemps, elle ne va pas se débattre du tout, quoi. Je vois que tu as la tondeuse à la main. On peut avoir un peu de près.
Voilà, c'est presque une tonne de cheveux. Ouais. Un grand merci Thomas Avec plaisir. et bonne continuation pour la saison des tombes. Merci. Au revoir. On va aller voir maintenant dans la salle là-bas. On sera avec Lucie, qui est volontaire en service civique à la ferme et qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Lucie va nous expliquer qu'est-ce que devient la laine et pour quelle utilisation. Pour commencer déjà, on va... Ah oui, pardon. Ça va, là c'est bon. Ok. Donc, pour commencer déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la laine, quand on la regarde de plus près, elle a une forme cylindrique et puis elle est plutôt frisée. Et en fait, on va retrouver en fonction de la race du mouton et puis de l'endroit où on va trouver la laine sur le corps du mouton, on va retrouver différentes catégories et qualités de laine. Et globalement, les laines, au niveau de la fibre de la laine, on va retrouver des fibres qui mesurent entre 15 à 300 mm de longueur. Et puis au niveau de l'épaisseur du diamètre de la fibre, on va être entre 15 à 40 microns. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus la laine est fine, plus sa qualité plus elle a de valeur en fait. Donc, je vois des bocaux. Voilà. Donc là, en fait, on va montrer les différentes étapes par lesquelles passe la laine avant de pouvoir se retrouver filée. Donc, comme ici, on peut le voir. Donc, tout d'abord, quand on récupère la laine, on va voir, comme on peut voir ici, elle est plutôt sale et puis il va y avoir des petites saletés, etc. C'est exactement ce qu'on a vu. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment de manière, la laine est extrêmement grossière et donc en fait, on va se retrouver avec une laine plutôt, encore avec du suin et puis voilà, elle va être globalement sale. Et en fait, la première étape lors de la tonte, après la tonte, ça va être le triage. Donc d'enlever toutes les parties qui vont être plutôt les parties grossières, les parties pleines de saleté, de paille, etc. Et par exemple même des parties où il y a encore des morceaux de peinture qui ont servi à marquer les animaux qu'on peut retrouver notamment sur les bords de la toison. Donc ça va être la première étape. Ensuite, il va y avoir évidemment l'étape où la laine va être ensuite enroulée puis pesée pour savoir à peu près ce que le producteur a pu récolter au niveau de la laine. Donc ça, c'est au niveau de la production. Et suite à une fois enroulée et pesée, la laine va être lavée, nettoyée puis séchée. Laver, rincer et sécher. Et en fait, on va se retrouver avec une laine plutôt, tout à fait, beaucoup plus... légère et agréable. Voilà, exactement. Donc on la pèse du point de vue commercial avant le lavage, donc avec tout Oui. le soin. Et donc ensuite, suite à cette partie-là, on va se retrouver à devoir carder notre laine pour qu'elle soit, pour commencer à la préparer en fait à l'étape du filage, dans le cas où évidemment on veut se servir de cette laine-là pour la filer. Donc, qu'est-ce que c'est le cardage? Le cardage, c'est ici de manière artisanale et manuelle, on va utiliser des cardes. Et donc les cardes, c'est deux brosses comme ça, que l'on va utiliser généralement dans ce sens-là, en fonction de, en fait, ce qui va, ça c'est pour récupérer la laine, et ça va être pour la carder. Et en fait, on va la carder et ça va former sur ces brosses-là un épais matelas qui va permettre en fait de régulariser et d'unifier un peu en fait notre laine de manière plus grossière qui a été initialement lavée. Donc on la met entre les deux peignes et on va en fait par procédé de mouvement, on va venir égaliser en fait les fibres de laine et les paralléliser, ce qui va permettre ensuite de... Voilà, exactement. Et donc, il peut y avoir une étape intermédiaire entre le cardage et le filage qui s'appelle le peignage. Donc ça va vraiment être pour des fibres beaucoup plus fines qui vont avoir besoin d'être du coup assemblées pour former des amas plus épais en fait pour être filés. Et donc là, on va arriver sur l'étape du filage. Donc là, évidemment, ça a été filé grossièrement de manière artisanale. Donc globalement, ce qui est utilisé généralement, c'est de manière artisanale des rouets et puis des fuseaux. Mais aujourd'hui, évidemment, la partie du filage se fait essentiellement en filature et donc est faite
avec des machines beaucoup plus industrialisées, donc pour avoir une production et une régularité dans le fil qui soit beaucoup plus convenable. Donc voilà. Et parfois on parle de dizaines, voilà, exactement. Centaines de moutons. C'est ça. Donc c'est quand même très très haut. Parce que là, évidemment, nous, ce qu'on montre, c'est une production plutôt, une petite production avec quelques moutons, mais ce qu'il faut envisager, c'est vraiment pour de la production plus conséquente. Ça va être plus intense. Et donc, par exemple, là, on peut voir ici donc, une laine qui a été teintée. Ce qu'il faut savoir pour la teinte, c'est que la teinture de la laine peut intervenir à n'importe quelle étape de transformation de la laine à partir du moment où la laine est propre et nettoyée. Voilà, une fois qu'elle est lavée, on peut tout de suite la teindre. Voilà, exactement. Ça dépend après de l'utilisation qu'on va vouloir en faire. Si par exemple on veut feutrer une laine, la laine, une fois qu'elle est sous forme cardée ou peignée, elle peut être directement feutrée. Alors que si on veut tricoter un pull avec, évidemment, il va falloir passer à l'étape du filage. Et donc là, il faudra aller jusqu'au bout de la transformation de la laine. Et donc, aujourd'hui, globalement, au niveau de notre vie quotidienne et au niveau commercial, on peut retrouver la laine à peu près partout dans notre entourage. Donc, à la fois dans notre quotidien, on peut la retrouver, donc, comme le disait Caroline, dans les matelas, notamment pour le rembourrage. Donc, comme on le voit ici, les toisons ici, c'est vrai que même à l'image, on se rend compte que c'est... L'enclos de la tente a été démonté en un clin d'œil, presque le temps de tente d'une... Oui, donc Lucie, pardon, j'étais interrompu. Et donc, on peut le retrouver à la fois, donc, comme je le disais, dans les rembourrages pour les matelas notamment. On peut également retrouver cette laine-là donc, dans nos textiles, donc dans nos pulls, dans nos vêtements, dans des objets, des couvertures notamment, exactement, dans des objets d'ameublement et puis dans des accessoires, voilà, des tapis notamment. Du coup, on va pouvoir regarder pour finir le retour des brebis qui ont été tondues au pré. Donc, on ne va pas tout de suite ramener les brebis en ferme urbaine, pour ceux qui les connaissent à Kellerman ou à Langlen, parce qu'on profite du fait qu'elles soient là pour couper les ongles, pour faire des analyses de sang, vérifier qu'elles n'ont pas de parasites transmissibles à l'homme, toutes ces choses-là, pour qu'ensuite on les ramène en ferme urbaine en bonne santé. Donc voilà. Le 19 mai, rendez-vous à la ferme urbaine de Kellerman. Tout à fait. Pour voir le retour des brebis. Donc, et ils y vont passer l'été quelque part. Tout à fait. Le rendez-vous est fait pour les enfants, pour les voir en vrai, dans les fermes urbaines. Donc il y a 3 fermes urbaines. C'est ça, il y en a une dans le 18e, au jardin René Binet, dans le 15e à Suzanne Langlen et dans le 13e à Kellerman. Voilà. Donc ça peut être la partie un peu compliquée si les filles ne suivent pas trop, mais là ça a l'air d'aller. Il y a les techniques pour les faire suivre. Il y a les granulés. Ils sont impatients. Elles ne sont pas très disciplinées aujourd'hui. Ouais. Elle court plus vite que nous. Hein. À quel moment elles seront amenées dans les fermes urbaines ? Au mois de mai. Au mois de mai ? Oui, le temps qu'on finisse de s'en occuper correctement. Voilà, alors on ne va pas trop avancer. Un médical pour chaque brebis. Il faut qu'on s'arrête. Voilà. Allez cocotte. Hop. Voilà, c'est bon. Et voilà. Alors nous on se retrouve jeudi, dans 2 jours, pour le poulailler. Ça sera avec Lilia et Nora. On verra... Quelle heure déjà 11h je crois, 10h30 ou 11h. Vous pouvez voir sur Facebook l'événement. Et puis ça sera l'occasion de voir comment on s'occupe des poules, comment on s'occupe du poulailler. En sachant, on vous rappelle qu'on avait vu la naissance des poussins, on peut vous dire qu'ils ont bien grandi dessus. Un grand merci Caroline. À bientôt. Lucie, bonne fin de journée, oui, bonne journée. et à tous ceux qui nous regardent. Au revoir. Au revoir.